Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans Kinshasa Direct, votre programme vespéral qui vous propose le décryptage de sujets qui font la une de l'actualité. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu de partout, d'abord à Kinshasa ici, d'où nous émettons, mais également en province, particulièrement comme ça. Je fais un big dédicace à vous qui nous suivez, principalement à Lubumbashi, mais également à Bukavu dans le sud Kivu. Alors pour les sujets de ce soir, nous allons ouvrir le bal avec les négociations qui se font au niveau de la présidence sur le contrat chinois, le contrat autrefois appelé contrat du siècle, mais aujourd'hui traité de l'arnaque du siècle, où se trouvent donc ces négociations. John Omombo va venir nous en parler, nous faire un peu de l'historique d'où a commencé justement cette affaire de contrat minier avec les Chinois. Ensuite, nous parlerons de la violence à Goma. Les responsabilités sont toujours pointées du doigt. Un autre analyste et politique va venir nous en parler. Il s'agit de Trésor Kalala. Il est secrétaire national en charge de la communication et médias d'un parti politique, l'AADC. Et enfin, pour terminer, nous allons parler de la fondation la jeunesse katangaise avec Fidel Nsenga. Il nous parlera un tout petit peu de l'organisation et des élections qui sont en vue dans cette ASBL. Mais avant cela, on a les grandes lignes de l'information avec Nathan Diameté qui est déjà là assis. Nathan, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan Kouba-Bourondi, merci. Bonsoir à tous. Place à l'actualité à présent. À la une de l'actualité ce soir, à quelques heures du match RDC-Soudan, les deux équipes étaient en conférence d'avant-match. Optimistes, déterminés à faire un bon match ce samedi, des Sabres comptent sur l'expérience des sons collectifs qui, pour certains, ont déjà participé à une CAN et le souci de jouer la CAN pour la majeure partie des joueurs. Chancel Mbemba, quant à lui, appelle à un soutien tous azimuts. Congo Airways se dirige-t-elle vers sa disparition? C'est en tout cas la question qui caresse les esprits au regard de la gravité de la situation qui traverse cette compagnie aérienne congolaise dont le tout dernier avion resté fonctionnel vient de connaître une panne de moteur. Une situation qui pourrait mettre en péril le transport aérien dans le pays. Et puis enfin, un camp de l'armée malienne a été visé par une attaque suicide vendredi au lendemain d'une double attaque imputée aux djihadistes qui a tué au moins 64 personnes, dont 48 civils et 15 soldats dans le nord entre Gao et Tombouctou où la tension monte de jour en jour. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Gaëtan Kouba-Bourondi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Nathan Diamoité pour cette présentation. L'information, le journal revient à 19h et ce sera avec Christopher Ochoku. Mais quant à nous, quant à Kinshasa Direct, les sujets, vous en savez quelque chose. On marque une pause et on se retrouve pour recevoir d'abord John Omombo.
Si vous venez donc de nous rejoindre, bienvenue à vous et installez-vous confortablement puisque le premier sujet dont nous allons débattre est un sujet capital, le contrat chinois qui est en voie d'être renégocié pour un rééquilibrage en faveur de la population congolaise, comme l'avait dit récemment l'IGF. Et notre invité est un expert de ces questions du projet sino-congolais, John Omombo, à qui j'ai dit bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Ouais, ils sont assis confortablement parce que vous êtes, vous, expert des questions sino-congolaises. C'est sous cette casquette que nous vous prenons cette soirée ici à Kinshasa Direct. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai été chargé de communication de ce programme sino-congolais et je suis donc heureux de pouvoir donner mon avis, ma petite réflexion sur le débat actuel. Justement, alors le débat est vaste. Il y a à boire et à manger. Il y a eu d'abord ce rapport sorti au mois de février par l'IGF qui a traité de tous les noms d'oiseaux ce contrat qu'on a appelé le braquage, l'arnaque du siècle, etc. Mais pour ce qui va nous concerner cette soirée, c'est d'abord ces négociations qui sont en cours à la présidence, on va dire, entre à la fois, il y a l'IGF, il y a la société civile, mais également la présidence pour un rééquilibrage de ce contrat, je l'ai dit à l'entame. Alors, John Omombo, l'IGF a dit un peu ceci, elle s'est plaignée de l'attitude des entreprises chinoises. Pour l'IGF, cette attitude s'apparente un peu à un néocolonialisme, et on parle aussi d'opacité. Est-ce que c'est vrai ce qui se passe dans les négociations actuellement ? Bon, je pense qu'il n'y a pas opacité ni résistance dans ces négociations. Ici, si vous le permettez, je voudrais inviter, dans le cadre de ces négociations ou de ces renégociations entre la partie congolaise et la partie chinoise, je voudrais inviter les parties à privilégier l'esprit d'amitié et l'ambiance apaisée. C'est très important parce qu'il s'agit de renégociations entre partenaires. Le Chinois, c'est l'ami du Congolais. Le Chinois est un partenaire, le Chinois n'est pas un adversaire pour la RDC, pour le Congolais. Le Chinois n'est pas non plus un diable pour la République démocratique du Congo. Le Chinois, c'est cet ami-là qui a toujours été aux côtés de la RDC chaque fois que le pays est en détresse. Et donc, dans le cadre de ces négociations, je voudrais donc inviter toutes les parties à privilégier cet esprit d'amitié entre les deux peuples, mais aussi une ambiance apaisée. On est autour d'une table. Aujourd'hui, le contexte dans lequel cette convention avait été signée en 2008 n'est plus le même. Et la convention de collaboration de 2008 prévoit elle-même les mécanismes de sa révision, les mécanismes de la révision de ces dispositions. C'est comme ça que comme ce qui se passe maintenant, c'est ça? C'est comme ça que nous sommes arrivés. Ouais. C'est comme ça que nous sommes arrivés jusqu'à l'avenant numéro 4. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une évaluation qui est faite, par exemple, il y a des évaluations annuelles qui sont faites, et chaque fois qu'il y a une évaluation qui est faite, l'une des parties la plus diligente peut demander de revenir à la table des négociations. Et après, lorsqu'ils se mettent d'accord, elles se mettent d'accord, donc les parties, oui, on signe un avenant qui vient compléter l'une des dispositions qui est amendée au niveau de la convention des collaborations. Et donc, pour moi, j'estime que la population aujourd'hui n'a pas besoin d'avoir tous ces détails sur les négociations parce que c'est des questions purement techniques qui relèvent des experts. Aussi, ouais. Alors, le plus important, c'est que le Congo a besoin de savoir est-ce que les négociations ont abouti et quels ont été les points qui ont été renégociés et les conclusions. Raison pour laquelle l'ODEP, par exemple, qui a dit en pleine réunion, la partie chinoise oppose une certaine résistance, les informations sortent au compte-gouttes, c'est tout à fait normal qu'on puisse le dire dans les médias aussi. D'abord, je voudrais ici insister sur le fait que lorsqu'on parle avec un partenaire, il y a un style, il y a aussi des mots qu'on doit utiliser justement pour ne pas trop léser le partenaire. On ne peut pas jeter les investisseurs chinois en pâture, les jeter comme ça, les livrer au diable. Ce sont des partenaires qui sont venus dans ce pays et la manière dont on traite les Chinois aujourd'hui peut
encourager ou décourager les autres potentiels investisseurs à venir au Congo, parce que demain on va dire, mais écoutez, là on parle des Chinois, on dit que ils ont volé, ils ont bradé les minéraux du Congo, on les maltraite au Congo, donc nous aussi, en tant qu'investisseurs, nous ne pouvons pas partir. On le livre à la vindicte populaire aussi. Ici, oui là, justement, ici il est important que l'on sache qu'on est en face des partenaires. La RDC doit défendre ses intérêts, il faut défendre à tout prix les intérêts de la République. Mais il ne faut pas aussi oublier que lorsqu'un investisseur vient dans un pays, il fait face à une contrainte. La première contrainte, c'est qu'il fait face à un risque. Quand il vient investir de l'argent, ce n'est pas pour qu'il puisse perdre. Donc d'un côté, il faut défendre l'intérêt de la République, mais c'est aussi important de protéger les investisseurs. Alors dans le cas de la convention de collaboration, il est important pour la RDC de renégocier. Il est aussi important pour la partie chinoise de renégocier. Mais autour d'une table, et s'il y a des points qui résistent, qui bloquent, je pense que toutes les parties doivent présenter des arguments et trouver une conclusion. Ces négociations ne peuvent pas se dérouler comme entre adversaires, non. La RDC et la Chine sont des partenaires. On est dans un partenariat stratégique. Un partenariat qui a éclaté dans plusieurs domaines. Et je me souviens encore, lors de la récente visite du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au mois de mai, je ne m'abuse pas. Les deux chefs d'État, Xi Jinping et Félix Tshisekedi, avaient recommandé justement que ces négociations se déroulent dans un esprit d'amitié. Un esprit d'amitié, c'est-à-dire sans beaucoup de bruit. Parce qu'en fait, les sorties intempestives, les déclarations médiatiques tonitruantes, telles qu'on peut le faire aujourd'hui, ce n'est pas ça la gestion de la République. La République ne se gère pas par des médias, la République se gère par des mécanismes. Et on ne négocie pas non plus avec les partenaires chinois à travers cette communication agressive. Je pense qu'il y a lieu de revoir un peu la stratégie, continuer à négocier avec la partie chinoise pour bien expliquer quelles sont les dispositions de la convention qui peuvent être revues. Parce que, je répète encore, peut-être c'est un problème de contexte. À l'époque, lorsque la convention a été négociée, le Congo n'était pas éligible à la dette. Justement, c'est le risque dont vous parliez tout à l'heure là. Investir, c'est prendre de risques. Les Chinois, en 2008, avaient pris un gros risque, il faut le rappeler. En tout cas, on n'était pas éligible à contracter des dettes. Pourtant, ils sont venus mettre beaucoup d'argent, attendre en retour avoir les mines, c'est ça? Oui, parce que vous savez, lorsque la RDC, après les élections de 2006, il fallait rechercher les partenaires pour développer les infrastructures de la RDC. Et il n'y a pas de développement sans la route. Le développement d'un pays passe par le développement de la route. Et ça, c'est très capital. Et donc, il fallait des partenaires, il fallait des amis du Congo pour venir assister la RDC à pouvoir développer ces infrastructures. Les délégations congolaises sont allées un peu partout dans le monde. Personne n'a accepté parce qu'en fait, le Congo n'avait pas un profil éligible à la dette. Il n'y a que la Chine, et c'est la Chine qui a accepté, et qui a trouvé une formule exceptionnelle, parce qu'on ne pouvait pas directement prêter à la RDC de l'argent. Et donc, c'est comme ça que la CDB Bank a trouvé que, comme c'est une grosse machine, il fallait recourir à Exim Bank. Et ils ont fait recours à Exim Bank. Exim Bank dit, non, écoutez, comme on ne peut pas donner directement de l'argent à la République démocratique du Congo, on va trouver une formule avec les entreprises de construction qui viennent là-bas, les entreprises chinoises qui viennent pour créer une joint venture. La RDC et la Chine, à travers les entreprises d'État, parce qu'il faut rappeler que ce sont des sociétés d'État, créent une joint venture. Ça veut dire une entreprise, joint venture. Une entreprise, et cette entreprise allait donc développer l'exploitation des minéraux, et le bénéfice est dégagé de cette exploitation commune, allait donc assurer le remboursement de l'investissement consenti aussi bien dans le projet d'infrastructure que dans le projet minier. Ça, c'était le contexte. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un projet porteur. Oui. Et je termine d'ailleurs pour dire que le projet SICOMINE, c'est l'unique projet minier et qui finance les infrastructures de base, les infrastructures gouvernementales. On va essayer d'élucider un peu certains aspects de ce contrat chinois. D'abord, vous dites que la RDC n'a jamais contracté de dette dans ce contrat, dans ce projet, et ensuite n'a jamais hypothéqué ses gisements. Ça. Je n'ai pas encore dit ça, mais c'est ce que je vais dire. Je vais dire tout simplement, vous m'avez peut-être anticipé, je vais dire tout simplement que en ce moment-là,
le projet SICOMIN devient un projet privé dans lequel l'État congolais est actionnaire, mais ce projet privé permet à l'État de bénéficier de ces infrastructures. D'ailleurs, en dehors du site de projet. Je vais dire tout simplement que le projet SICOMIN, c'est un projet dont la dette ne pèse pas sur le trésor public. Ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est le remboursement des investissements consentis dans les projets d'infrastructure et même dans le développement du projet minier, donc SICOMIN elle-même, c'est la même SICOMIN qui rembourse au niveau des Exim Bank. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas une dette qui pèse sur le trésor public. D'ailleurs, si vous allez à l'ODEP, on est renseigné, donc la dette SICOMIN est renseignée comme un passif conditionnel. Ce n'est pas une dette qui entre dans le cadre du trésor public. Et donc ça, c'était déjà un avantage pour la République. Donc la RDC, à travers ce projet, gagne dans le projet SICOMIN comme actionnaire, à travers GECAMIN. 32%. 32%. Et puis, gagne aussi comme État congolais, donc à travers les infrastructures, parce qu'il y a le développement de ces infrastructures. Donc pour moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs projets, mais toute œuvre humaine a toujours des imperfections. Il y a moyen de négocier certaines dispositions. Si la partie congolaise s'estime lésée, il y a moyen de le faire sans passer par des attaques médiatiques. Il est vrai que nous n'avons aucune dette là-dessus, c'est clair. On n'a rien hypothéqué aussi, mais en 15 années, on n'a quand même rien construit. Il y a un manque à gagner en termes de temps. Non, beaucoup d'années passées avec les Chinois qui ont entre-temps exploité nos minerais et en retour, on n'a pas eu d'infrastructure. Non, vous risquez de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Non, je n'ai pas dit que vous avez dit ça. J'ai posé la question de savoir justement, en 15 années, on n'a pas reçu en retour des infrastructures. C'était le contrat mine contre infrastructure. Il y a la première conclusion à laquelle vous êtes arrivé. Laquelle? Qui m'a attiré un peu, c'est de dire que la RDC n'a rien investi. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit investi, j'ai dit n'a rien reçu en retour. Ce qu'il faut préciser, c'est que la façon dont on présente ça même dans la communication, c'est comme si on a pris les gisements du Congo, on les a cédés à la partie chinoise. Non. Les gisements du Congo appartiennent à la République démocratique du Congo. Quand vous allez au cadastre minier, vous allez trouver que le permis d'exploitation 96-81 et le permis d'exploitation 96-82, qui sont les deux mines à ciel ouvert qui ont été mises à disposition, mises à contribution pour une exploitation commune, c'est-à-dire RDC-Chine, ces mines-là appartiennent à la République démocratique du Congo. Là, c'est clair, mais les infrastructures, ce sont les entreprises chinoises qui ont apporté des garanties à Exim Bank. Ça, c'est une précision importante. Donc, le Congo n'a rien hypothéqué au niveau de la banque. Donc, ce sont les Chinois qui sont venus avec ces capitaux. Alors, 15 ans après, ça, c'est une bonne question. 15 ans après, pourquoi on dit il n'y a rien de... les Chinois n'ont rien fait. Non, je ne suis pas ici pour défendre les Chinois, je suis congolais. Je dois défendre l'intérêt de la République. Justement. Mais défendre l'intérêt de la République ne veut pas dire aussi qu'il faut renier ce que le partenaire a fait. 15 ans, les Chinois ont fait quand même quelque chose dans ce pays. Mais là, je pense que ce qu'il faut qu'on dise, c'est qu'il y a eu un faible taux d'exécution des projets. C'est là qu'on ne dit pas. Mais dire que les Chinois n'ont rien fait, pour moi, je trouve que c'est un peu trop dur, c'est trop exagéré un peu. Et pourquoi il y a eu faible taux d'exécution de projet? Justement, ça c'est très justifié, mais c'est pour le bénéfice de la République, parce que la République n'a rien perdu. Il y a deux enveloppes. Une enveloppe pour 3 milliards pour développer le projet minier, et puis il y a aussi une enveloppe de 3 milliards pour les infrastructures. Vous aurez remarqué qu'avant que le projet SICOMIN ne soit mis en production pour la première phase, déjà en 2009, les Chinois ont commencé à financer les infrastructures dans ce pays. Alors que le projet minier est entré dans sa première phase de production. Ce n'était pas la pleine capacité, c'était à fin 2015, début 2016. Donc toutes ces années-là, on financé les infrastructures. Ça, c'est une question technique. Maintenant, à l'époque, il a été recouru à une sagesse selon laquelle, pour éviter la pression de la dette, il ne fallait pas augmenter le taux des projets d'infrastructures sans avoir l'assurance de la mise en production des SICOMIN pour assurer le remboursement de l'investissement consenti dans les infrastructures. Ça, c'est très capital. Et donc, ça veut dire que quand vous allez prendre l'argent à la banque, dès que vous prenez dès ce jour-là, déjà les intérêts commencent à courir. Et donc, comme il n'y avait pas d'assurance, il fallait éviter à la République d'accroître la pression du service de la dette. Alors,
il y avait deux problèmes. La mise en production des 6 communes devait retarder justement les infrastructures parce que c'est ce qui était la précision, donc l'assurance pour rembourser les infrastructures. Mais le deuxième problème, c'est que 6 communes elles-mêmes faisaient face à un problème d'électricité. Elle avait pour assurer la pleine capacité de sa production, c'est-à-dire 250 000 tonnes de cuivre lent, elle avait besoin de 170 mégawatts d'énergie électrique, alors que la SNEL ne lui a donné que 50 mégawatts. Donc il y avait un déficit de 120 mégawatts. Donc la SICOMI ne pouvait pas atteindre la pleine capacité. Il fallait recourir à notre projet, un autre projet privé qui est Sico Hydro, la centrale hydroélectrique de Boussanga. Aujourd'hui, la joie que doit avoir la RDC, c'est que la centrale de Boussanga octroie maintenant à SICOMIN 170 mégawatts d'énergie électrique. La SICOMIN a atteint maintenant la pleine capacité de production. La SICOMIN peut produire maintenant 250 000 tonnes de cuivre. C'est que le problème de financement des infrastructures ne se pose plus. Alors, on va aller vite. Vous êtes trop technique là. Je me demande si... Donc, ça veut dire que le Congo a 2 milliards. Résumé, vous allez me corriger rapidement, puisqu'il nous reste peut-être 2 minutes. Vous dites, on n'est pas allé trop vite prendre la dette qui devrait servir dans la construction des infrastructures, parce que la SICOMIN ne produisait pas encore. On n'a pas voulu accumuler le taux de la dette. Attendons d'abord que la SICOMIN produise, c'est ça, ce que vous avez dit un peu en résumé. Non, ça veut dire que s'il y a eu un faible taux d'exécution des travaux, ce n'est pas la faute de la partie chinoise. Parce que même l'annexe, ce n'est même pas notre faute, c'était sage de retarder, parce que le pays n'a pas perdu. L'enveloppe est là de 2 milliards de dollars, parce qu'on a parlé de 822 millions qui ont été investis dans les infrastructures, mais dans les 3 milliards, le reste est là. L'annexe C dit clairement que c'est la partie congolaise qui doit présenter la liste des projets d'infrastructures à réaliser. Et après une concertation mutuelle entre parties, on peut maintenant procéder à l'exécution des travaux. Donc il revient maintenant à la République démocratique du Congo, à travers le ministère des ITP, de présenter la liste des projets à réaliser. Et la partie chinoise va procéder au financement. Vous, en tant qu'expert, s'il faut négocier, discuter ou renégocier maintenant, ce doit être selon quel terme? Non. Ça doit reposer sur quoi, exactement? Non, toute négociation, aujourd'hui, moi je suis congolais, toute négociation doit reposer sur l'intérêt de la République. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous devons défendre l'intérêt de la République, nous avons besoin des infrastructures, s'il faut améliorer la qualité de ces infrastructures, ça c'est important, mais ce que je dis ici, c'est privilégier une ambiance apaisée, il ne faut pas trop imputer au partenaire ce qui ne lui revient pas, mais il ne faut pas aussi trop diaboliser le partenaire, parce que c'est un partenaire qui est toujours avec nous. Quand on dit que les Chinois n'ont rien fait, mais c'est comme si on a oublié il y a 15 ans ici, ce qu'a été le boulevard du 30 juin. On a tout oublié, ce qu'a été notre... comment on appelle? Même l'hôpital du Saint-André, si on peut nous rappeler ça, il y a 15 ans passés, ce n'était pas comme ça. Même le boulevard Triomphal, il y a quelque chose. Justement, il y a quelque chose. Maintenant, on peut négocier pour augmenter le taux des projets. Mais ce n'est pas la faute à la partie chinoise. Il y a une responsabilité. Mais qui gagne le Congo? Le Congo gagne 76,2% dans ces projets. Et je vais vous le démontrer par un calcul, parce que ça, c'est l'avenant numéro 4. Maintenant, qui avait été négocié. Non, maintenant, vous me coincez par le temps. Mais je vais vous démontrer que le Congo gagne dans la rentabilité financière, c'est-à-dire le Congo gagne dans ce projet comme actionnaire de SICOMIN, mais le Congo gagne aussi à travers le développement de ses infrastructures, à travers la rentabilité économique, à travers sa redevance, la fiscalité, l'emploi de ses citoyens, la technologie, le transfert de technologie. On peut encore espérer dans ce projet. On peut encore espérer. C'est l'un des meilleurs projets. Et c'est très difficile pour qu'un investisseur étranger accepte ce que les Chinois ont accepté à travers cette convention de collaboration. Merci beaucoup, c'est très difficile. John Omombo, pour ce message d'apaisement que vous lancez à toutes les parties prenantes, principalement, même à la société civile en tout cas, qui utilise des mots très forts contre les Chinois. Oui, parce qu'on a dit un mot là, j'ai entendu, on parlait des pays jaunes, quelque chose comme ça. Ça, c'est léser c'est raciste. C'est léser les partenaires. Et les autres partenaires peuvent être découragés à venir au Congo, alors que nous avons besoin des partenaires pour que le pays se développe. On va revenir peut-être la semaine prochaine, le vendredi, pour en parler sous un autre aspect. Alors. Merci beaucoup. Merci. Merci, John Omombo. Alors, on va rester ensemble après John Omombo. On va prendre le second invité avec lui. On parlera certainement politique. Est-ce que Bovandi Boy, tu as agressé
Rwanda eza kobundisa biso de l'autre côté. Koto yo Uganda, okoti simboka na EAC. Tango bino bozokende bosala ba élection ya mabe ya mbangu kaka poko luka tricherie, otikala na pouvoir na ndenge makasi. Bandeko na biso oyo ya Est o bako voter te. Olongoli bango ba Congolais ou comment? Parce que l'élection est dans la République démocratique du Congo pour tous les Congolais. Mais si une partie, Bazali ko participer à l'élection, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître bango comme peuple. Alors, biso ba Kabila c'est toki ko ndimelo wana te. Biso toza fier, toza na bila o Joseph Kabila sala musala na mboka o peuple congolais dans son ensemble. La majorité aujourd'hui, Bazali a besoin de Joseph Kabila. Toute la société a transport, Transco. Boza ko croire na IDPS oyo définition na bango ya politique égale le mensonge. C'est pas normal. Kabila yé na pouvoir akuti compagnie aviation te atiki yango. Siko tango bolobaka boma eloko ni na kuta ki eza ko fonctionner bien yé abomi yango ezo exister sous te. Vous pouvez nous aider à citer. Parce que Kabila quand il prend le pouvoir akuti batu awa boza ko foutela ba bureau ba ministère ezo foutela atiki immeuble intelligent. Kabila quand il arrive au pouvoir akuti que Congolais pour comme na bandundu et sengela sala un mois na nzela. Hier a commis le pouvoir congolais comme kokende bandundu aller-retour le même jour. Aye na pouvoir akuti armé te atiki armé. Na position ya bien. Les routes boza ko sillonner wa bozo kumba na mituka na boulevard du 30 juin. Est-ce que avant Kabila boulevard ane zalaka oyebi batu mingi bolobaka mais Kabila salanine depuis l'indépendance le seul président oyo atonga université à Sika depuis ba université belge batikela biso mais c'est Joseph Kabila. Soko ke université à Kindu construit sous Joseph Kabila. Joseph Kabila. Pont Loange, c'est Joseph Kabila. Le pont Pozo, c'est Joseph Kabila. Le pont Lualaba, c'est Joseph Kabila. La route Kinshasa jusqu'à Chikapa, 13 heures de route, c'est Joseph Kabila. Nzela, il y a Kinshasa, Congo central, avant Kabila. Et c'est qui praticable était. Mais des fois on parle, il y a un moment où tu sais que tu as la réalisation Kabila Sala, bilembo Joseph Kabila, ceux qui toquent une élection à Malamu, n'a qu'au katana. Il s'appelle Trésor Kalala, il est secrétaire national en charge de communication et des médias du parti politique, la ADC, l'Alliance pour les actions de développement du Congo. Il est avec moi. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Gaëtan, merci pour l'invitation. Oui, je suis très content en tout cas que vous soyez là. Il fallait absolument aussi parler de cette question, de cette violence à Goma. Ce que beaucoup de gens appellent carnage ou barbarie, le 30 août, il faut le rappeler. Et un mercredi, dans la matinée, les policiers, la garde républicaine ont fait, je dirais, irruption dans une église et ont tiré à bout portant sur les fidèles, apparemment non armés. Le décompte fait état de plus de 50 morts. Aujourd'hui, l'opposition, la société civile parle d'un crime d'État. Il y aurait même une plainte déposée à la CPI contre les hautes autorités du pays. Parmi ces personnalités, on cite notamment le chef de l'État. Votre réaction en tant que politique, membre du pouvoir? Merci pour les verbes, Gaëtan. Et déjà, j'aimerais corriger quelque chose dans votre façon de poser la question. Vous dites que l'armée a fait irruption dans une église et a tiré comme ça sur les gens. Ce qui n'est pas tout à fait... Non, non, c'est pas ça. Vous savez, dans tout ce qui arrive, il y a tout ce qu'on appelle un lien de cause à effet. Pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de déplorer les morts? Je vais peindre un petit tableau. Vous devez comprendre que ces coins-là de notre pays, parce que l'histoire s'est passée à Goma, vous devez savoir que nous sommes en plein état de siège. Vous comprenez? Et l'état de siège, selon l'article 85 de la Constitution, l'état de siège est installé lorsqu'il y a des menaces graves et immédiates qui menacent l'intégrité territoriale. Et lorsque on a mis cet état de siège en place, parmi les méthodes de gestion au quotidien, on a interdit certaines catégories de manifestations, notamment les manifestations de ces genres-là. De ces genres, parce que les gens, en fait, des Ouazalendo, voulaient manifester par une marche pendant que c'était interdit en plein état de siège, parce que il faut dire qu'il y a des menaces graves et immédiates qui pèsent sur la ville de Goma. Voilà. Maintenant, lorsqu'on analyse leurs revendications, la première revendication, c'est que c'est le départ de la MONUSCO. La deuxième revendication, c'est le départ de la force régionale EAC. Mais vous savez qu'il y a déjà
une feuille de route pour le départ de la MONUSCO. Et c'est dans moins de 2 mois, à la fin de l'année, au mois de décembre, il y aura déjà un premier contingent de la MONUSCO qui va partir. Comme il s'était entendu que le départ sera progressif. Et il y a même une feuille de route qui stipule que le premier contingent partira déjà au mois de décembre. La force de l'EAC, ils ont prolongé de 3 mois. Et en décembre, ils partiront. Alors lorsqu'on fait comprendre à nos compatriotes que votre revendication est valable, ça fera près de 25 ans aujourd'hui que nous avons la MONUSCO dans notre pays. Nous avons patienté durant près de 25 ans, alors comment on ne saura pas patienter pour 3 mois ou 2 mois? C'est comme ça qu'on fait comprendre à nos frères que non, c'est inopportun parce qu'il y a déjà fait des routes pour que ces gens-là partent. Mais nos frères n'ont pas voulu ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un agenda caché. Il y avait un plan insurrectionnel ces jours-là, selon les services de renseignement, et ça a été relayé. Par qui? Par qui? Vous accusez qui là? Effectivement, par nos agresseurs, et ici je vais citer le M23 et le Rwanda. Parce que vous devez savoir. Non mais attention, il y a eu manipulation. Je vais vous dire qui est Wazalendo. Laissez-moi finir et je vous dirai d'où est venu Wazalendo. Alors, il faut peut-être préciser, je vous laisse la parole. Il faut préciser qu'il s'agissait plutôt des adeptes ou des ouailles d'un certain gourou qui s'appelle Ephraim Bissi-Moi, chef d'une secte. Mais Ephraim Bissi-Moi, vous savez, il est qui? Ephraim Bissi-Moi est frère à Bertrand Bissi-Moi. Bertrand Bissi-Moi qui est le président du M23. Vous comprenez? Vous me surprenez là. Ah, je vous informe. Ouais. Bertrand Bissi-Moi est le frère à Ephraim Bissi-Moi. Et vous vous rendrez compte que lorsque il y a eu ce qu'il y a eu là, la première personne à tweeter, c'est Bertrand Bissi-Moi, qui crée une diversion. Il dit, on a tiré sur des compatriotes pendant que lui, il a toujours traité le Wazalendo de ADF. Alors c'était une diversion, alors que dans le fond, c'était un plan bien ficelé par le M23 sous le commande, n'est-ce pas, du Rwanda. Et pour preuve qu'il y avait tentative d'insurrection ces jours-là, lorsqu'il y a eu ces accrochages-là, il y a eu un mouvement de l'armée rwandaise à nos frontières. Et là, ce n'est pas Trésor Kalala qui l'a dit, c'est les services de renseignement qui le disent, et ça a été relayé par le ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur. Oui. Vous comprenez? Alors c'est comme ça que j'ai dit, quand quelque chose arrive, il faut toujours chercher le lien de cause à effet. En plein état de siège, avec toutes les circonstances qui entourent cet état de siège, on vous dit de ne manifester pas. Mais vous êtes pressé pendant qu'on vous dit dans 2 mois, ces gens-là vont partir. En fait, le plan, c'était quoi? Qu'il y ait ces troubles-là, une fois que ça atteint les centres-villes, et les ennemis devaient profiter pour faire tomber la ville de Goma. Je déplore les morts. Mais il faut savoir dans quelles circonstances ces gens-là sont morts. Parce qu'il y a eu aussi des innocents. Avec quels moyens ces gens-là devraient faire tomber ou peut-être créer le trouble dans une ville aussi militarisée comme Goma? Pourtant, on n'a pas vu ces gens-là être porteurs d'armes. Non, mais attention, vous savez qu'une petite tige d'allumettes peut embraser toute une forêt. Il ne faut pas minimiser de fait, surtout sur ce qui concerne la sécurité et beaucoup plus l'intégrité territoriale. Il faut faire très attention, il ne faut pas minimiser le fait. Lorsque les renseignements vous disent qu'il y a un plan de faire tomber la ville de Goma, il y a un mouvement de l'armée rwandaise à nos frontières et on vous dit que ces gens-là étaient armés. Ils étaient armés. Pour preuve, pourquoi le militaire a tiré sur eux? Des armes blanches, vous voulez dire? Attention, des armes à feu. Déjà, ils ont commencé par tuer un policier et arracher son arme à feu. Peut-être la seule arme. On a vu dans cette église. Non. Il y avait des grenades. Oui. Il y avait des grenades. Et on vous dit que ces gens-là, lorsque l'armée vient négocier avec eux, parce que c'était d'abord la police, ensuite l'armée est venue. On vous dit que les premiers coups de feu a été entendu auprès des manifestants. C'est eux qui étaient les premières personnes à tirer. Alors, les témoignages concordants à Goma disent que les crépitements des balles ont retenti ou ont été entendus très tôt le matin. Alors que la manifestation n'avait pas encore débuté. Non. Ouais. Pendant qu'il y avait négociation avec ces gens-là, le premier coup de feu est venu des manifestants. Alors, M. Guettan, tout soldat normal se retrouvant dans cette circonstance-là, il agirait comme ils ont agi.
Ils sont en guerre. Ils sont les dans soldats un état ont de agi de guerre. leur propre initiative, de leur propre chef, ou Non, mais c'est un mot attention. d'ordre qui a été donné? Attention, mot d'ordre ou pas, moi je me mets à la place d'un soldat. Dans la peau d'un soldat. Je me mets dans la peau d'un soldat qui est en face de quelqu'un qui tire. Ces soldats-là, pour se défendre, ils n'attendent pas un mot d'ordre. Non, soyons sérieux. Un soldat qui a le réflexe de la guerre, il est formé, il est face à une menace immédiate, imminente, et Alors, bien, il réagit par son instinct des soldats. Et c'est comme ça que nous déplorons les innocents. Mais attention, ceux qui sont morts ne sont pas tous innocents. Parce qu'ils avaient un plan insurrectionnel et le but c'était de faire tomber la ville de Goma. Vous étiez aussi juriste, avocat même, si je ne m'abuse pas, en vous entendre parler, donc le fait de les juger en procédure de flagrance là serait une erreur. Parce que s'il faut considérer ces circonstances atténuantes, l'état de siège, la réaction à une tentative d'insurrection, on ne devrait pas les juger alors non, mais en procédure de flagrance non, comme ça. Il faut qu'il y ait un procès. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état de droit. Au-delà de tout, Mais il y a eu mort d'homme. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais au-delà de tout, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Donc il y a une responsabilité. Et effectivement, il faut qu'il y ait un procès dans un état de droit. Et c'est là qu'on va faire le pour et le contre. C'est là qu'on va tirer les conséquences. Soit on va acquitter, soit on va condamner. Et c'est ça même l'état de droit. Et c'est comme ça qu'il faut féliciter ici le chef de l'État. Parce qu'au moins aujourd'hui, quand il y a des choses comme ça, il y a un procès. Et ce qui me plaît, c'est que le procès est télévisé. Le procès est télévisé. Nous tous, nous sommes en train de voir ce qui s'est passé. Mais là, moi, j'essaie de réfléchir en homme libre. Je me dis, un soldat formé, tout soldat formé, se retrouvant dans cette circonstance-là, il agirait comme il a agi. Je ne vois pas un soldat qui est en face de quelqu'un qui tire et lui doit se faire la victime. Mais il y a quand même un rapport de force disproportionné. Vous dites qu'ils ont été armés, on n'a pas vu ni l'armée ni la police nous brandir, nous montrer ces armes que ces gens-là détenaient. Tout n'a pas été filmé. Attention. Beaucoup de choses ont été filmées. Non, écoutez, tout n'a pas été filmé. On vous dit, secte Wazalendo, c'est une branche de M23 œuvrant à Goma. Je vais vous faire une révélation. Moi, au-delà d'être le secrétaire national en charge de la communication et médias au sein des AADC, j'ai fait partie aussi de la jeunesse des Unions Sacrées. Je suis l'un des dirigeants de la jeunesse des Unions Sacrées. Et nous avons nos amis leaders dans d'autres provinces. Qu'est-ce que nos amis leaders? Parmi eux, il y a même certains qui étaient venus à la table ronde. Ils nous disent ceci. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a eu plus de 50 morts à Goma. Mais quand ils essaient de sillonner la ville de Goma, il n'y a pas de deuil. Mais c'est plutôt au Rwanda qu'il y a des deuils. Comment expliquer que le carnage, parce que vous faites allusion au carnage, ok, un carnage à Goma, et ce n'est pas à Goma qu'il y a deuil, mais c'est plutôt au Rwanda qu'il y a des deuils. Comment vous expliquez ça? Donc vous comprenez clairement qu'il y avait un plan pour faire tomber la ville de Goma. Vos amis ont été à Goma, plutôt au Rwanda, pour répertorier non, l'état mais de deuil. écoutez, Rwanda, Goma, écoutez, ce sont des voisins, ils ont des échos. De même que nous avions eu les informations de Goma, de même eux aussi ont eu des informations du Rwanda. Donc ici, je mérite de dire ceci. Pour terminer rapidement, oui. Il faut toujours analyser le lien de cause à effet. Nous déplorons la mort des innocents, mais tous ceux-là qui sont morts ne sont pas innocents. Imaginez, Gaëtan, que la ville de Goma était tombée ces jours-là. Qu'est-ce qu'on dirait? C'était pas en tout cas, imaginez que la ville de Goma était tombée. De cette manifestation. Écoutez, pas du tout. Il ne faut puisque pas avant les minimiser Wazalendo, il y a eu d'autres organisations qui ont manifesté pour demander le départ de la MONUSCO. Non, attention, alors, dernière question, mais la MONUSCO part dans 2 mois. Pourquoi vous êtes pressé? La MONUSCO ne partira pas visiblement. Non, mais ils vont partir progressivement. Le premier contingent part au mois de décembre. On a patienté 25 ans. Au ministre des Affaires étrangères. Dernière question, Martin Fayulu a dit qu'ils ont formé des gens en tenue civile à qui ils ont remis des machettes et à Goma, ils leur ont remis des tenues achetées par les Congolais pour qu'ils aillent tuer des Congolaises et Congolaises. C'est Martin Fayulu qui l'a dit aujourd'hui. Non, mais il ne faut pas me parler de Martin. C'est déjà un leader en perte de vitesse. Merci. Il est en perte de vitesse. Merci. Déjà qu'il a eu peur des élections, il a refusé de participer parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas gagner ces élections. Merci beaucoup. Alors pour lui, il faut salir le régime. Il faut dire des choses comme ça pour qu'il y ait ce genre de manifestations afin qu'on ne puisse pas organiser les élections. Parce que les seuls moyens par lesquels Martin peut accéder à la gestion, c'est le dialogue. Alors quand il y a un climat d'insécurité, Martin ne participera pas. Merci, quand il y a un climat d'insécurité, Martin organisera plutôt
participera à ces dialogues-là, Oui. qui fera ce qu'il entre aussi dans la gestion. Mais nous disons non. C'est Nous bon, irons c'est aux pas la élections gestion que Martin et Fayulu on ne recherche, veut sinon pas- il l'aurait eu Non, précédemment écoutez, sous nous d'autres aurons élection. dialogues. Merci, Nous aurons merci élection. Trésor Kala Il n'y aura pas d'être trouble. passé. Et ce qui s'est passé à Goma, il faut Merci pour analyser cet le lien de éclairage cause à à effet. C'est très Voilà. clair. Merci beaucoup pour ces propos qui n'engagent que vous, en tout cas. Alors, on reste ensemble rapidement. On va prendre notre dernier invité qui s'appelle Fidel Tsenga. On parlera avec lui de la jeunesse katangaise. Restez avec nous. Si vous venez de nous rejoindre, Kinshasa Direct se dirige droit vers sa fin. Mais avant cela, notre tout dernier invité s'appelle Fidel Tsenga. Il est fondateur de la jeunesse katangaise. Bonsoir, bienvenue à vous, Président. Merci beaucoup, Gaëtan. Alors, merci pour votre patience en tout cas. Alors, je le rappelle, je l'ai dit, vous êtes fondateur de la jeunesse katangaise. Je suis membre. Membre. Je suis Membre membre fondateur. fondateur. Alors, vous êtes nombreux parmi les fondateurs. Il y en a, c'est un collège. Oui. C'est un collège. Ok, Ouais. j'espère que ce sera changé dans notre, en bas de votre nom là, puisque Ouais. c'était écrit fondateur. C'est comme ça que vous m'avez envoyé en tout cas. Non, fondateur de, membre membre de la jeunesse katangaise, en sigle c'est JSK ASBL, qui se redynamise. Vous attendez organiser des élections sous peu. Alors ma première question, c'est quoi au juste la jeunesse katangaise? Que faites-vous là-dedans? Merci beaucoup. La jeunesse katangaise, c'est une association culturelle, comme toutes les autres associations, qui réunit tout le jeune des différentes provinces ici du Grand Katanga. C'est-à-dire, nous avons le Lualaba, le Haut-Katanga, le Tanganyika et le Olomami. Voilà un peu ce que c'est la jeunesse katangaise. Et vous militez, vous faites quoi exactement? Ah, donc vous faites allusion aux objectifs. Justement, ouais. C'est une structure qui réunit des jeunes pour réfléchir, sensibiliser, former sur la culture premièrement katangaise, mais aussi sur les solutions en rapport avec le développement de cet espace. Parce que vous savez que... Mais ce n'est plus un seul espace maintenant, c'est un espace très démembré même. Merci beaucoup, c'est un espace très démembré, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas ignorer, parce que même la CENI, quand elle organisait les enrôlements, vous avez vu qu'on compartimentait toujours par région. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas la province du Katanga, mais au moins il y a l'espace géopolitique du Grand Katanga, comme le Grand Kasaï. Et voilà, c'est une association qui réunit les jeunes issus de tous ces espaces-là, de toutes ces provinces-là, pour réfléchir sur le comment développer cet espace, notamment par la collaboration, l'harmonie entre les différentes provinces, bien sûr, issues du Grand Katanga. Alors justement, mais qu'est-ce qui caractérise en fait cette jeunesse-là katangaise? Ouais. C'est quoi le fil qui leur relie eux tous là? Vous avez dit la culture, concrètement c'est quoi? Ouais. Effectivement, comme vous venez d'abord de le dire, c'est sur la culture. Nous avons une culture commune en tant que jeunes de cet espace. Même histoire. Sur plusieurs aspects, même histoire, même langue. On peut avoir certes des langues, on peut trouver plusieurs langues, mais nous avons par exemple une langue commune, c'est le Swahili. Quand vous êtes dans l'espace katangais, en tout cas, vous pouvez communiquer. Donc, voilà un peu, au regard de tout cela, nous nous sommes dit, nous devons nous réunir. Mais peut-être que vous pouvez vous étonner. La jeunesse katangaise ne commence pas. Vous n'avez pas écouté le terme jeunesse katangaise aujourd'hui. Cela sous-entend que avant ces élections, il y a eu la jeunesse qui existait. Mais seulement,
C'est une jeunesse qui existait, mais de manière un tout petit peu illégale. Parce que la jeunesse katangaise a toujours été animée par l'esprit de grandeur, l'esprit d'organisation. Et voilà pourquoi, bien que nous n'avions pas à l'époque un statut bien reconnu comme en tant que structure, oui, mais on se organisait toujours autour de ce qu'on appelait jeunesse katangaise. Mais nous avons vu qu'il y a eu une certaine désorganisation, ça c'est dans l'état de la question. Pourquoi aujourd'hui nous voulons organiser au sein de la jeunesse katangaise, les élections, oui, parce que nous avons constaté un désordre planer autour de cette structure. Chacun s'autoproclamait comme bon lui semblait. À gauche, c'est moi le président de la jeunesse. À droite, c'est moi le président de la jeunesse. C'est ainsi qu'une constellation de jeunes leaders du Katanga s'était réunie ici à Kinshasa. D'ailleurs, je précise bien, c'était à Béatrice Hôtel. Nous avons réfléchi. Et quand on a réfléchi, nous avons commencé d'abord par vérifier. Nous nous sommes posé la question, est-ce que nous sommes d'abord reconnus par l'État? Et quand nous étions partis au niveau du ministère de la Justice, nous nous sommes rendus compte que la jeunesse katangaise existait seulement dans les réseaux, mais officiellement, elle n'était pas reconnue. Alors, en tant qu'intellectuel, en tant que jeune ordonné, nous nous sommes dit, nous commençons d'abord par mettre une base légale pour que nous soyons reconnus officiellement par l'État. Effectivement, nous avons réfléchi sur la mise en place d'un statut, d'un règlement intérieur devant régir désormais la jeunesse katangaise. L'ASBEL est en train de se réformer. Est en train de se... L'ASBEL, effectivement, l'ASBEL est en train de se reformer et la première conséquence de cette réforme, oui, c'est l'organisation. Si par le passé, on devenait par exemple animateur de cette structure par nomination, mais désormais, pour être membre de la jeunesse katangaise, il faut être élu. Oui. C'est pourquoi je me suis donné aujourd'hui cette obligation. C'est parmi même ma motivation d'être aujourd'hui devant les antennes Télé 50 pour annoncer que depuis aujourd'hui, il y a l'ouverture pour le dépôt des candidatures. On est en train de déposer les candidatures, c'est jusqu'au 11, au lundi 11. L'élection, proprement dite, elle est prévue le 15. Donc, il y aura le 15 septembre. Ouais. Vous aurez, je crois, au moins les noms de véritables répondants. Parce que jusqu'aujourd'hui, je précise que la jeunesse katangaise n'a pas de répondants. Et il faut un véritable répondant de la jeunesse katangaise. Alors, voilà. Puisque l'ASBEL est en train de se structurer, se redynamiser même, aujourd'hui vous avez déjà un siège, ça fait partie des étapes d'une réforme justement. Ah oui, justement. La légalisation d'une ASBEL. Justement, nous avons un siège ici à Kinshasa, comme à Lubumbashi, nous avons un siège. D'ailleurs, parce que vous avez épinglé... vous avez parlé de la réforme, je vous dis que parmi les réformes, je ne peux pas dire tout ce qu'on a mis comme réforme, mais nous avons réformé. Depuis le temps, la jeunesse qui vivait en dehors du Katanga, c'est-à-dire en dehors de l'espace du Katanga, elle était oubliée. Quand il y a par exemple des organisations qui se tenaient ici à Kinshasa, concernant la jeunesse katangaise, on tenait compte que de la jeunesse qui pouvait quitter à Lubumbashi, soit à Kamina, à Kalemi ou à Kolwezi. Mais dans la réforme, nous avons intégré toutes les couches de jeunes, et ceux vivant à Kinshasa, et vivant dans d'autres provinces, et même en dehors du pays. Donc, ils doivent se sentir réellement concernés par cette démarche qui est en cours. Et c'est pour moi d'ailleurs le lieu de demander toute la jeunesse d'accompagner ces processus en cours. Il y a une commission électorale de la jeunesse katangaise, donc vous allez comprendre que nous sommes en train de faire des choses de manière très ordonnée pour qu'il n'y ait plus de désordre. Parce que, rassurez-vous qu'en tant que membre fondateur, nous serons prêts de faire en justice tout jeune. Les usurpateurs. Il se vertuera vraiment de s'autoproclamer président de la jeunesse katangaise après les élections du 15. Je précise, je pense que je suis suivi par les instances. Voilà. Alors, puisqu'il y a cette réforme, quels sont les critères pour être candidat donc, au sein de la JK-ASBEL? Ah oui, il faut être jeune katangais d'origine, c'est-à-dire... non, je n'entre pas dans ce débat. Je sais que ça dérange beaucoup les katangais de père et de mère. Pas du tout, ça c'est un débat politique. Moi je suis ici pour un débat culturel. C'est sociologique, mais ça peut être anthropologique. Donc il faut être origine de l'une des provinces issues du Grand Katanga. Soit on est du Lomami, soit on est du Lualaba, soit on est de Tanganyika ou du Haut-Katanga. Voilà. Et pour le reste, vous avez droit, mais parler français, écrire, c'est tout à fait normal. On ne peut pas placer quand même un analphabète à la tête
si grande structure comme la JICA. Donc les prochaines élections sont les élections qui vont désigner le président. Le président et son comité. D'accord. Le président et tout son comité, et c'est le 15 ici. Donc n'importe qui peut venir postuler pour faire partie du comité. N'importe qui, les portes sont ouvertes. Nous sommes une jeunesse qui se veut neutre. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour dire que si tu es jeune du FCC, parce que c'est déjà apolitique. Apolitique. Vous êtes apolitique. Si okay. tes obédiences sont du FCC, Union Sacrée, ça ne nous concerne pas nous en tant qu'ASBEL de la jeunesse katangaise, mais nous avons besoin d'un répondant qui va représenter la jeunesse dans toutes les instances. Dernière question, si ça c'est pour être membre du comité, pour être membre simple, quels sont les étapes, que faut-il faire pour être membre tout court de l'ASBL? Merci. Il y a les sièges, vous passez au siège, vous signez votre fiche d'adhésion et vous commencez à participer activement aux activités organisées par la JICA. Mais avant de finir, j'aimerais préciser en fait que nous avons constaté qu'il y a eu une cohabitation un peu difficile de la jeunesse katangaise avec les autres communautés vivant dans cet espace. Et c'est ainsi que parmi les objectifs dans notre statut, nous prenons surtout la cohabitation pacifique avec les jeunes des autres communautés socio-culturelles évoluant dans l'espace du Grand Katanga. Donc nous militons beaucoup pour ça. Un jeune Katangais ne doit pas voir un jeune du Grand Kivu ou du Grand Kasaï comme n'étant pas congolais. Tous sont congolais, mais le vrai objectif, c'est les objectifs culturels. Voilà. Merci beaucoup Fidel Tsenga d'être passé, de nous avoir parlé de la jeunesse katangaise dont vous êtes membre cofondateur en tout cas. Fondateur. Membre fondateur, voilà. Pas membre cofondateur. Ouais. C'est pas la même chose. Merci, c'est pas la même chose. Et en temps voulu, si je suis candidat, je reviendrai, ou si j'ai un candidat, je reviendrai pour battre campagne de mon candidat, bien entendu. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi ce Kinshasa Direct de ce vendredi 8 septembre. Mais avant de conclure ce Kinshasa Direct, j'ai un petit bémol. Il nous a été rapporté quelque chose que j'aimerais mettre à la place publique. Un petit désordre qui s'est observé au sein de l'exécutif provincial de Kinshasa. Il semblerait, je l'ai dit, on attend une confirmation ou recouper cette information auprès de la ministre qui est accusée ici, que le ministre national en charge de l'urbanisme, Pius Mwabilou, avait pris un arrêté portant nomination de chef de division, mais cette décision n'a pas été appliquée parce que la ministre provinciale, une des ministres en tout cas, a refusé de l'appliquer, cet arrêté. Donc la procédure a été respectée normalement, mais les nouveaux chefs des divisions ont été aussi notifiés, mais pour des raisons non connues. La ministre provinciale, je ne cite pas le nom ici, s'est opposée à la remise et reprise entre les chefs de division au sein du ministère de l'urbanisme dans l'exécutif provincial. Nous attendons à voir d'autres sons de cloche auprès de la personne concernée. Merci à vous d'avoir suivi ce Kinshasa Direct. Je dis merci à toute mon équipe ici, à la caméra, à la régie. Merci à vous également à la maison de nous avoir suivis. Le journal, c'est dans peu de temps avec Christopher Ochokou.